bienvenue dans cette conférence vidéo organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la diversité culturelle. Je suis Elie Rodrigue Belogun, conférencier du groupe Rendez-vous Privilèges de la Caisse des Jardins Hydro. Je suis heureux de vous partager cette conférence aujourd'hui depuis ma maison. Les conditions du confinement nous obligent, mais je suis sûr que dès la réouverture, au retour du confinement, nous aurons l'occasion d'articuler les thématiques et d'interagir sur ce que je vais nous proposer aujourd'hui. Mais avant de vous présenter ce plan, concevons que la thématique que nous propose l'UNESCO, c'est pour le dialogue et le développement. Pour le dialogue des nations et pour le développement des nations. Je nous propose de contextualiser cette thématique dans une vision de communication interculturelle dans un pays où la diversité culturelle est une réalité, un pays comme le nôtre. En ce sens, je vous propose aujourd'hui de vous amener dans une démarche théorico-pratique, c'est-à-dire on va avoir une petite réflexion théorique et à côté, voir si nous pouvons développer une pratique. Et la thématique que je vous propose aujourd'hui, c'est une neurosémiotique de la diversité culturelle. C'est de gros mots pour ne rien dire. Sans plus tarder, voici le plan que je nous propose aujourd'hui. À travers ce plan, je vais nous amener, comme je disais tout à l'heure, dans une démarche théorico-pratique. Les 4 points que vous voyez vont se diviser en 2. Les 2 premiers points, ce sera la démarche théorique et les 2 derniers points, la démarche pratique. Dans les 2 premiers points, je voudrais nous amener à réfléchir théoriquement à qui nous sommes en tant qu'être au monde. Et dans cet être au monde, nous n'avons pas le choix de communiquer et de rentrer en relation avec l'autre. Et ça, c'est le deuxième point, voir comment nous rentrons en relation avec l'autre, comment nous communiquons avec les autres, qu'est-ce qui prédéfinit les contenus cognitifs et les contenus affectifs de notre communication avec les autres. Voilà les 2 points sur lesquels je voudrais amener notre réflexion. Et partant de là, nous allons voir dans le contexte de communication interculturelle, dans le 3e point, nous allons pratiquement, de manière pratique, accepter que dans les communications interculturelles, le malentendu est inévitable de prime abord. Donc, ça, c'est la première partie pratique au 3e point. Au 4e point, si le malentendu est inévitable de prime abord dans les communications interculturelles, alors quelle attitude, quelles compétences nous pouvons développer pour essayer d'atténuer ces malentendus, d'essayer de prendre du recul pour dissiper un tant soit peu ces malentendus. Donc voilà la dernière démarche pratique qui va être une attitude que nous pouvons développer pour mieux avancer dans nos communications interculturelles. Voilà la démarche théorico-pratique en 4 points que je nous propose aujourd'hui dans cette aventure neurosémiotique de la diversité culturelle. Merci et suivez-moi pour le premier point. Alors, nous voici déjà au premier point, le point de la réflexion théorique sur notre être au monde, ce que j'appelle notre réalité neurosémiotique. Et ce gros mot ne veut rien dire en fait, c'est tout simplement pour dire aussi notre réalité d'animal social. Donc nous devons comprendre que nous sommes faits de 2 parties minimum. Le côté naturel, qui est le côté animal neurobiologique, qui est la partie neurosémiotique, et le côté sémiotique qui est la partie communication, signification, et la dimension d'apprentissage, tout ce rapport social que nous avons en tant qu'être vivant dans une société donnée. Donc, nous devons être conscients que, comme la biologie, dans la dimension neuro, ça ne vient pas la génétique, c'est une transmission que nous faisons, c'est une transmission de code, une transmission d'informations génétiques de génération en génération. Donc, nous héritons d'un code génétique. Donc ça, c'est la première partie neuro et la première partie animale, si on peut dire. Mais comme nous savions tous que nous ne sommes pas un animal anodin, nous sommes un animal particulier, un animal social. Et la dimension sociale, c'est aussi un héritage culturel qui vient de notre culture, qui prédéfinit les schémas, qui prédéfinit les configurations, qui prédéfinit les grilles de pensée et les valeurs, les croyances que nous développons pour pouvoir interagir dans notre société. Donc voilà simplement les 2 dimensions que je voudrais que nous soyons conscients. La dimension génétique,
On ne choisit pas, ça vient, on ne choisit pas nos parents. Ça nous vient par transmission, par transfert d'héritage et génétique. Et c'est la même chose de l'autre côté neurosémiotique, c'est-à-dire social. On ne choisit pas sa culture, mais nous naissons dans une culture qui fait ce que nous sommes en partie et qui gouverne de manière inconsciente ce que nous serons demain en termes d'interaction avec les autres. Donc pour cette première partie, voilà ce que j'aimerais que nous partageons, que nous ne sommes pas en fait des êtres anodins, nous sommes faits de deux dimensions principales, la dimension neuro et la dimension sémiotique, pour ne pas dire la dimension animale et la dimension sociale en tant qu'être vivant en société. Donc nous devons être constamment conscients de ces deux dimensions. Et ceci nous amène au deuxième point. Parce que si la première dimension génétique, biologique, animale est remplie de manière naturelle, la deuxième dimension, quant à elle, la dimension sociale, sémiotique, la dimension de sens, de croyance, de valeur, elle n'est pas remplie tout seul. Elle est remplie, si je peux m'exprimer ainsi en termes de remplie, et par notre environnement. C'est ce que nous appelons l'épigénétique. C'est-à-dire, c'est notre environnement social, notre environnement culturel, notre environnement géographique qui pousse à remplir ce côté. Donc, dès que nous naissons dans une culture, c'est-à-dire dès que nous avons la prédisposition biologique dans ce monde, eh bien, nous rentrons dans un processus que nous appelons processus d'enculturation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous commençons à consommer notre culture qui va nous permettre demain de communiquer, d'interagir, parce qu'à travers ce processus qui nous remplit de notre culture, nous allons avoir une vision du monde, une vision de la vie, une vision de la réalité, une vision de la paix, une vision de l'amour, une vision de tout. C'est ça vient de notre culture un tant soit peu, et c'est ça qui va gouverner nos échanges à l'âge adulte, dépendamment de notre éducation. Mais il faut faire une nuance que même si les schémas culturels nous habitent et nous prédéfinissent, et il faut comprendre que l'être humain en tant qu'adulte éduqué a sa partition à jouer, c'est-à-dire elle peut remettre en question, et une personne, l'être humain, il peut remettre en question cette dimension de la culture, c'est-à-dire revoir les valeurs, revoir les croyances et les vérités que sa culture lui a inculquées et peut-être, dépendamment de sa connaissance et de son éducation, remettre certaines parties en jeu. Donc il y a toujours une nuance qui permet à l'être humain de se repositionner culturellement par rapport à ses propres valeurs, par rapport à ses propres croyances. Et aussi, il faut comprendre que même dans une même culture, il peut y avoir d'autres cultures. On peut avoir la culture des ingénieurs, la culture des pilotes, la culture des jeunes, comme on le dit souvent, la culture des seniors, la culture des vendeurs. Donc, ça dépend. Donc, il faut faire beaucoup de nuances. Mais maintenant, ici, j'essaye de parler de manière générale de la culture en termes interculturels et de relations de communication. Et dans ça, effectivement, dépendamment de notre culture, nous portons des bagages, nous portons des lunettes qui nous permettent de nous mettre en communication avec l'autre. Et effectivement, quand nous parlons de communication interculturelle, on ne peut pas communiquer avec nous-mêmes, il s'agit de l'autre. Donc l'autre est important dans cette communication interculturelle et l'autre n'est pas nous. L'autre vient d'une autre culture, c'est pourquoi on parle d'interculturalité. Donc si l'autre vient d'une autre culture, c'est sûr que l'autre aussi a ses propres bagages et ses propres lunettes et c'est là où ça devient intéressant d'accepter que nous avons ces lunettes et ces bagages qui sont différents d'une culture à une autre, dépendamment de nos expériences personnelles, de notre éducation. Et ces bagages et ces lunettes sont différents. Et c'est ça qui nous permet maintenant d'aller au troisième point et d'entrevoir comment, à partir de ces bagages différents, la communication interculturelle n'est pas évidente et naturellement, ils ne sont pas inévitables de prime abord, les malentendus dans les communications interculturelles. Donc, ça nous amène au troisième point qui va nous permettre d'articuler c'est une acceptation réflexive, c'est pour que je parle de pratique. Donc, dans notre pratique quotidienne de communication interculturelle, nous devons dorénavant, si vous permettez, accepter que les malentendus ne soient pas des choses de mauvaise foi ou que l'autre a envie de nous déranger ou que l'autre n'a pas envie d'aller
Parce que des fois, nous avons les mêmes intentions, les mêmes objectifs de collaborer dans la même entreprise, de collaborer pour le même projet, mais ça échoue à cause de nos différences culturelles. Et c'est là où nous devons accepter qu'il est possible que les malentendus interviennent. Et si nous acceptons de manière pratique, ça va nous amener justement au quatrième point qui est celui de développer une attitude de métacommunication. Donc, je m'en vais vous présenter ce quatrième point, la métacommunication, et nous allons ensemble voir qu'est-ce que métacommuniquer et comment nous pouvons, et dans une communication interculturelle, avant ou quand surviennent les malentendus, nous pouvons utiliser cette technique pour prendre du recul, pour continuer à faciliter la communication. Donc, allons sur le quatrième point, la métacommunication. Nous voici déjà au point 4 de notre conférence. Et le deuxième point pratique, c'est la métacommunication. C'est quoi la métacommunication en effet? Comme le mot l'indique, méta, communiquer. Méta, c'est au-dessus d'eux. Donc, communiquer au-dessus d'eux. Mais communiquer au-dessus de quoi? Communiquer au-dessus de ceux dont on parle. Donc, la métacommunication, c'est une communication qui se prend pour objet elle-même. Supposons que nous parlions de la richesse, vous et moi, et que nous ne sommes pas de la même culture, et que je vous dis, je suis très riche. Et vous me dites, oh, vous êtes aussi riche, monsieur Belokoum. Je dis, oui, suivez-moi, je vais vous montrer ma richesse. Et je vous amène chez moi et je vous montre mes 10 enfants. Donc, pour moi, je vous dis que dans ma culture, par exemple, c'est les enfants la richesse. Mais vous serez surpris. Peut-être que vous attendez au lingot d'or, à un compte en banque. Donc, vous serez surpris. Mais là, on peut, comme je vous dis, ah, mais la richesse dont je parlais, mon cher ami, c'est des enfants. Parce que chez nous, et je vous explique comment nous concevons l'enfant comme richesse. Donc, on vient de parler de ce dont on parle pour éviter tout compromis et que vous évitez de me faire des grandes passes en vous disant que oh, j'étais allé chez ce monsieur, il m'a dit qu'il est riche, il m'a montré plein de gosses. Non, c'est rien de... Donc, c'est ça, effectivement, pour ne pas laisser l'autre sous le choc, pour évacuer tout malentendu. Donc, c'est ça, communiquer, prendre du recul. Nous sommes tous conscients que la communication humaine est faite sur deux dimensions principales. La dimension cognitive qui concerne les contenus communicationnels et la dimension affective qui concerne comment chacun de nous, les interlocuteurs, nous nous sentons dans la communication. Donc, afin d'éviter et afin de traiter les malentendus, nous devons constamment surveiller ces deux dimensions par rapport à nous et à l'autre. Et si nous voyons que les deux dimensions dans l'une ou l'autre cloche, c'est là que nous prenons nos attitudes de métacommunication pour prendre du recul et parler sur ce dont on parle afin d'évacuer les malentendus et de dissiper toute confusion, que ce soit sur le contexte, que ce soit sur les mots utilisés pour que l'autre, les ressentis de l'autre soient en harmonie avec les sentiments que nous éprouvons en échangeant avec l'autre. Donc, c'est une responsabilité que nous avons, surtout dans les communications interculturelles, de prendre tout le temps la mesure et de voir à quel moment la métacommunication serait nécessaire pour avancer vers un climat apaisé et des contenus objectifs afin d'atteindre les objectifs de la communication. Car si nous échangeons, c'est pour un objectif aussi. La communication a toujours un objectif chez les humains quand ils échangent. Donc, en gros, pour résumer, si nous acceptons que le malentendu est inévitable, les malentendus dans les communications interculturelles sont inévitables de prime abord, de par les bagages et les lunettes différents que nous portons en venant de nos cultures. Et nous pouvons développer une attitude de métacommunication pour prendre du recul afin de traiter ces communications et ces malentendus de manière spontanée en parlant de ceux dont on parle pour clarifier et reformuler et se faire comprendre toujours par l'autre avec qui nous échangeons pour éviter que le climat ne se détériore et que nous perdons l'objectivité des contenus échangés. Donc, nous voici déjà à la fin de cette aventure neurosémiotique de la diversité culturelle et ma démarche théorico-pratique que je vous ai proposée. J'espère que vous m'avez suivi dans ce déroulement. Permettez-moi alors de résumer. Nous avons abordé la compréhension de notre dimension neurosémiotique
et qui est un héritage génétique et un héritage culturel. Partant de là, une fois que nous comprenons cette dimension, nous avons essayé au deuxième point de voir comment cette dimension culturelle se remplit par la définition de nos grilles de pensée, nos schémas de voir l'autre pour entrer en communication avec l'autre. Donc, en définitive, notre culture nous donne les repères, les prédispositions et les valeurs, les croyances qui nous habitent en communication avec l'autre, et ceci de manière des fois inconsciente. Et partant de ces deux réalités théoriques, je nous ai amené au troisième point d'accepter dans la pratique de la communication interculturelle que les malentendus sont inévitables de prime abord. Et si dans la pratique communicative nous acceptons un tel fait, cela nous amène au quatrième point, la métacommunication, qui est une attitude à avoir dans une communication interculturelle, mais même quelle que soit la communication, car nous avons dit, même dans la communication interculturelle des gens du même pays, il peut y avoir des différences culturelles dues à l'emploi, à la pratique sportive ou à des micro-cultures auxquelles les personnes appartiennent. Donc, dans chaque communication, nous devons prendre du recul, nous devons être constamment à l'écoute pour prendre du recul s'il le faut pour évacuer les malentendus. Donc, voilà en gros les 4 points de notre démarche aujourd'hui. Je vous remercie pas d'avoir été là. C'est la formule classique. Cette fois-ci, c'est en différé. Et je remercie tous ceux qui regarderont cette vidéo. Et comme je le disais au début, nous aurons l'occasion de revenir sur l'articulation de certaines thématiques et échanger de manière pratico-pratique pour voir comment la métacommunication peut nous aider à avoir de communication positive, saine, dans des climats apaisés, que ce soit avec nos collaborateurs au boulot ou nos collègues dans un club sportif ou encore même à la maison ou dans notre vie sociale. Sur ce, une fois encore, merci et au plaisir de vous revoir dès le déconfinement. Nous tenons également à remercier le club Rendez-vous Privilège de la Caisse des Jardins Hydro et pour nous avoir donné cette occasion de vous présenter cette démarche neurosémiotique de la diversité culturelle. Que pouvons-nous dire pour cette belle journée de la diversité culturelle? Bonne journée de la diversité pour vous. La diversité, elle est très importante parce que au niveau biologique, c'est elle qui gouverne l'évolution biologique et de l'innovation au niveau des êtres vivants et de la nature. Et c'est pareil dans nos sociétés. La diversité est capitale, c'est un enjeu capital pour le développement, pour l'innovation. Et ceci, je crois que de plus en plus, nous serons capables d'aborder cette diversité de façon positive, dans la mesure où les défis que nous avons aujourd'hui nous interpellent à bâtir un village planétaire et commun, sans telles diversités culturelles, mais faire des diversités culturelles des forces qui peuvent nous permettre d'avoir plusieurs solutions dans les défis et plusieurs approches dans les défis et les propositions de solutions, car les défis que nous avons de plus en plus sont des défis collectifs qui nous interpellent tous dans le village planétaire, et vous le constatez, nous le vivons aujourd'hui. Aucun pays ne peut se calfeutrer avec des murs pour fuir un virus. Nos frontières ne sont pas en fait des frontières, c'est juste des murs ou des murs imaginaires et qui nous séparent et qui nous éloignent les uns des autres. Donc prenons plus conscience de la force de la diversité culturelle qui est une richesse capitale, et ceci dans tous les sens, que ce soit dans le monde biologique que dans le monde économique. Et je vais vous laisser sur cette pensée de Dickens qui dit ceci. La communication électronique ne remplacera jamais le visage de quelqu'un qui, avec son âme, encourage une autre personne à être courageuse et vraie. J'espère avoir été assez courageuse, je le crois, et assez vraie avec vous. Merci et à très bientôt.